Bonsoir à tous, bienvenue sur C8 pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Aujourd'hui, je poursuis la lecture de Les âmes mortes de Nicolas Gogol. Nous en sommes à la première partie, je poursuis donc cette lecture et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Merci. Nous avons parlé de vous, jeudi, chez Ivan Grigorievitch, le président du tribunal, dit enfin Tchitchikov, en voyant ses hôtes peu disposés à engager la conversation. Nous y avons fort agréablement passé le temps. Oui, je n'ai pu aller ce jour-là chez le président, répondit Sobakevitch. Quel excellent homme, n'est-ce pas? Qui cela? Dit Sobakevitch, les yeux au poil. Le président. Cela vous plaît à dire, bien que franc-maçon, c'est le plus parfait imbécile que la terre ait jamais porté. Ce jugement plutôt péremptoire déconcerta quelque peu Tchitchikov. Il se remit toutefois et continua son propos. Bien sûr, chacun a ses faiblesses. Par contre, quel brave homme que le gouverneur. Le gouverneur, un brave homme. Oui, n'est-ce pas? Le premier brigand du monde. Le gouverneur, un brigand? S'exclama Tchitchikov, impuissant à comprendre comment ce haut dignitaire se trouvait tout à coup chef de bande. Je ne l'aurais vraiment pas cru. Ses manières décèlent plutôt la douceur. Permettez-moi de vous le faire remarquer. À l'appui de ces dires, Tchitchikov allégua le penchant du gouverneur pour la broderie et vanta l'expression débonnaire de son visage. Une tête de brigand, trancha Sobakevitch. Donnez-lui un couteau, lâchez-le sur le grand chemin, il égorgera les gens pour un liard. Le vice-gouverneur et lui, ce sont Gog et Magog. Décidément, il est en froid avec eux, se dit Tchitchikov. Je vais lui parler du maître de police, son ami, je crois. Pour moi, reprit-il, j'ai un faible pour le maître de police. C'est un caractère franc, ouvert, son visage respire l'ingénuité. Un coquin, dit froidement Sobakevitch. Il vous dupe, vous trahit et dîne avec vous comme si de rien n'était. Je les connais, ces fripons, ces Judas. Ils emplissent la ville et sont tous plus filous les uns que les autres. Il n'y a qu'un honnête homme parmi eux, le procureur. Mais à part les francs, c'est un fameux cochon. Après ces flatteuses, bien que brèves, biographies, Tchitchikov crut bon de laisser en paix les autres fonctionnaires. Il se souvint que Sobakevitch ne portait jamais de jugement favorable. « Eh bien, mon cœur, si nous allions dîner ?» dit à Sobakevitch madame son épouse. « S'il vous plaît, » dit Sobakevitch. S'approchant d'une crédence sur laquelle étaient disposés les hors-d'œuvre, hôtes et invités avalèrent, selon le rite, un verre d'eau-de-vie accompagné, ainsi qu'il est de règle dans notre immense Russie, à la ville comme à la campagne, de salaisons diverses et autres apéritifs. Puis ils se dirigèrent vers la salle à manger. La maîtresse de maison les précédait et se dandinait comme une oie. Sur une table plutôt petite, 4 couverts étaient mis. La 4e place fut bientôt occupée par une personne difficile à définir. Dame ou demoiselle, parente ou parasite, âgée d'une 30aine d'années, ne portant pas de coiffe, mais affublée d'un costume voyant. Certains êtres existent seulement en tant que taches ou mouchetures sur les objets. Ils restent toujours là, à la même place, ne remuent jamais la tête. On les confond presque avec les meubles. On jurerait qu'ils n'ont jamais proféré un traître mot, mais surprenez-les à l'office ou à la lingerie. Le pot-au-feu, ma chère, est excellent aujourd'hui, dit Sobakevitch en se servant un énorme morceau de gnagna, mais qui accompagne d'ordinaire le pot-au-feu russe et consiste en un intestin de mouton farci au sarrasin, à la cervelle et aux pieds de veau. Vous ne mangerez pas son pareil en ville, continua-t-il en s'adressant à Tchitchikov. On vous servira là-bas, Dieu sait quoi. Chez le gouverneur, on ne mange pourtant pas mal, dit Tchitchikov. Si vous saviez comment chez lui les messes sont préparées, vous n'y toucheriez pas.
Je ne saurais juger de la préparation, mais j'ai trouvé excellent le poisson au court bouillon et les côtelettes de porc. Vous aviez la berlue sans doute, je sais ce qu'on prend pour sa table au marché. Son fripon de cuisinier n'est pas pour rien l'élève d'un Français. Il écorche un chat et le sert en guise de lièvre. Fi, quelle horreur, dit Madame Sobakevitch. Que veux-tu, mamie? Ce sont là leurs façons. Je n'y suis pour rien. Tout ce que notre Akoulka jette, révérence parlait, dans la boîte à ordures, tout cela chez eux va dans la soupe. Oui, oui, parfaitement, dans la soupe. Tu tiens toujours à table des propos malséants, maugréa de nouveau Madame Sobakevitch. Mais, ma bonne amie, ce n'est pas ma faute. Je te le dis sans phare, on ne me fera jamais manger d'ordures. Saupoudre-moi de sucre une grenouille, je n'y toucherai pourtant pas, non plus qu'aux huîtres. Je sais à quoi elle ressemble. Goûtez-moi ce carré de mouton au sarrasin, reprit-il, en se tournant vers Tchitchikov. C'est autre chose que les fricassés qu'on accommode chez vos grands seigneurs avec des laissés-pour-compte du marché. Belle invention des médecins, allemands et français. S'ils ne tenaient qu'à moi, je les ferais pendre. Ils ont inventé la diète, la cure, pas la faim. Ces gringalets croient pouvoir faire bon marché des estomacs russes, mais ils n'arriveront pas à leur fin, je vous le garantis. Non, tout cela n'est que du prix, que... Sobakevitch eut ici un hochement de tête courroucé. On parle de progrès, mais moi, vous savez, le progrès, je m'en moque. J'emploierais bien un autre mot, mais à table, il sonnerait mal. J'ai d'autres mœurs. Chez moi, quand on sert une oie, un mouton, un porc, on les sert tout entiers. Je préfère ne manger que 2 plats, mais en avaler autant que le cœur m'en dit. Sobakevitch confirma ses dires en abattant dans son assiette la moitié du carré de mouton qu'il dévora, rongea, suça jusqu'au dernier os. Oui, songeait Tchitchikov, le gaillard a une belle fourchette. Oui, reprit Sobakevitch, en s'essuyant les mains à sa serviette, j'entends autrement mieux la vie que le sieur Pliouchkine, par exemple. Voilà un bonhomme qui possède 800 âmes et mange plus mal que mon pastoureau. Quel est ce Pliouchkine? S'enquit Tchitchikov. Une crapule, répondit Sobakevitch. Un ladre qui n'a pas son pareil. Les forçats vivent mieux que lui et laissent ces gens mourir de faim. Pas possible, insista Tchitchikov intéressé. Vous dites que ces gens meurent en grand nombre. Comme des mouches. Vraiment, comme des mouches. Et permettez-moi de vous demander, habite-t-il loin d'ici? À 5 verstes. À 5 verstes, s'exclama Tchitchikov, dont le cœur se mit à battre plus fort. En sortant de chez vous, faut-il prendre à droite ou à gauche? Mieux vaut pour vous ignorer le chemin qui mène chez un pareil chien, déclara Sobakevitch. On est plus excusable d'aller au mauvais lieu que chez lui. J'ai posé cette question comme ça, uniquement parce que je m'intéresse à la topographie, répondit Tchitchikov. Au carré de mouton succédèrent des ramequins, dont chacun était plus grand qu'une assiette, puis un dindon, gros comme un veau, farci aux œufs, au riz, au foie et autres bonnes choses qui pesaient fort sur l'estomac. Ce fut le dernier service. Mais en se levant de table, Tchitchikov se sentit plus lourd qu'un pou. On revient au salon où une coupe de confiture, poires, prunes et autres fruits bien malins qu'il eût dit, attendait les convives qui n'y touchèrent d'ailleurs point. La maîtresse de maison partit en quête d'autres douceurs. Profitant de son absence, Tchitchikov se tourna vers Sobakevitch, qui, affalé dans un fauteuil, ne pouvait que gémir après un si copieux dîner, et émettait des sons inarticulés, en se signant et en portant sans cesse la main à sa bouche. « Je désirerais vous parler d'une affaire, » commença-t-il. « Voici une autre compote, » dit la maîtresse de maison en rentrant avec une assiette. « Des raves confites dans le miel. »« Bien, bien, » dit Sobakevitch. « Retire-toi dans ta chambre. Pendant ce temps, Pavel Ivanovitch et moi, nous allons mettre habit bas et faire un petit somme. » La bonne dame voulait envoyer quérir couette et oreiller, mais Sobakevitch, l'ayant assuré que les fauteuils suffisaient, elle se retira.
Sobakevitch, la tête légèrement inclinée, prêta l'oreille. Tchitchikov prit les choses de loin, parla de l'Empire russe en général, vanta son immense étendue, qui, dépassant de beaucoup celle de l'antique monarchie romaine, était pour les étrangers un juste sujet d'étonnement. Sobakevitch, tête baissée, l'écoutait toujours. Il ajouta que, d'après les lois en vigueur dans cet empire, de renommée à nul autre pareil, les âmes recensées qui avaient terminé leur carrière terrestre continuaient à figurer jusqu'à la révision suivante sur les listes d'imposition, afin de ne pas infliger à l'administration un surcroît de travail et de ne pas ajouter un nouveau rouage au mécanisme gouvernemental par lui-même déjà si compliqué. Sobakevitch, tête baissée, écoutait toujours. Toutefois, cette mesure, bien que juste, était fort onéreuse pour beaucoup de propriétaires, contraints de payer la capitation pour des morts comme pour des êtres vivants. Aussi, par considération envers son hôte, était-il assez disposé à prendre sur lui une partie de cette lourde charge. Quant à l'objet principal, Tchitchikov s'exprima avec grande circonspection. Il ne parla pas d'âme morte, mais seulement d'âme inexistante. Sobakevitch, tête baissée, écoutait toujours. Aucune expression ne se lisait sur son visage. Le corps impassible paraissait dépourvu d'âme, ou du moins, s'il en possédait une, ne se trouvait-elle point là où elle aurait dû, mais bien quelque part de l'autre côté des monts, comme celle du squelette immortel. Une si forte carapace la recouvrait que tout ce qui remuait au fond ne provoquait aucune commotion à la surface. « Alors, dit Tchitchikov, attendant non sans émoi un mot de réponse, vous avez besoin d'âme morte ? Demanda Sobakevitch tout simplement, sans la moindre surprise, comme s'il se fût agi de blé. Oui, ou plutôt d'âme inexistante, répondit Tchitchikov, croyant bon d'adoucir à nouveau l'expression. Il s'en trouvera, bien sûr, dit Sobakevitch, et dans ce cas, vous vous en déférez, sans doute volontiers. Soit, je suis prêt à les vendre, dit Sobakevitch, qui cette fois releva légèrement la tête et parut deviner que l'acheteur devait tirer quelque profit de l'opération. Diantre, en voici un qui parle de vendre avant que je n'en ai soufflé mot, songea Tchitchikov, et il reprit à voix haute. Mais à quel prix ? Bien qu'à franchement parler, il s'agisse d'un objet pour lequel la question de prix est au moins étrange, je vous dirai tout de suite mon dernier mot. 100 roubles pièce. 100 roubles s'exclama Tchitchikov. Il fixa bouche bée son interlocuteur, en se demandant s'il avait mal entendu, ou si la langue engourdie de Sobakevitch n'avait pas laissé tomber un mot pour un autre. « Serait-ce trop cher pour vous ?» proféra Sobakevitch, qui après un temps ajouta « Et quel est votre prix ?»« Mon prix. Il y a un malentendu entre nous. Nous oublions de quel article il s'agit. La main sur la conscience, je ne pense pas pouvoir donner plus de 80 kopecks par âme. Que dites-vous là ? 80 kopecks. Selon moi, cela ne vaut pas davantage. Je ne vous vends pourtant pas des sandales, ni des gens non plus, avouez-le. Alors vous croyez trouver un imbécile qui vous cède pour 80 kopecks une âme recensée. Permettez, pourquoi les appelez-vous recensées ? Elles sont mortes depuis longtemps. Ce n'est plus qu'un 20 mots. Au reste, pour en finir, je vous offre 1,50 rouble. Impossible de donner davantage. Pareil marchandage ne vous fait pas honte ? Voyons, dites-moi un prix raisonnable. Je ne saurais, Michel Semyonovitch. En conscience, je ne saurais. Ce qui est impossible, rétorqua Tchitchikov, qui ajouta cependant 50 kopecks. Pourquoi lésinez-vous ? Dit Sobakevitch. Je ne vous demande pourtant pas cher. Un fripon vous dupera, vous colloquera, en place d'âme, une drogue quelconque. Tandis que moi, je vous livre une marchandise triée sur le volet. Rien que des gaillards, et parmi eux, quels artisans. Prenez par exemple le carrossier Mikieïev. Il n'a jamais fait que des voitures à ressort. Et je vous prie de croire
qu'il ne travaille pas à la moscovite, à la va comme je te pousse. Non. Ce qui lui sort des mains est solide, et c'est lui-même qui tapit ses vernis. Tchitchikov ouvrit la bouche pour objecter que Mikheyev n'était plus de ce monde. Mais Sobakevitch, entré, comme on dit, dans le feu du discours, semblait avoir acquis le don de la parole et ne s'arrêtait plus. Et Stéphane Bouchon, le charpentier, je parie ma tête que vous ne trouverez pas son pareil. Un véritable Hercule. S'il avait servi dans la garde, quelle carrière il eût fait. 6 pieds 8 pouces, monsieur. Tchitchikov voulut à nouveau faire remarquer que Bouchon n'existait plus. Mais Sobakevitch était décidément emballé. Devant ce flot d'éloquence, il ne restait qu'à se taire. Milouchkine, le briquetier. Il s'entend à poser un poêle dans n'importe quelle maison. Maxime Teliatnikov, le bottier. D'un coup d'haleine, il vous fait une paire de bottes. Et quelles bottes! Et jamais il ne lève le coude. Et Yerimei, Sorokopliokine, ce lascar-là, vaut à lui seul tous les autres. Il s'en va trafiquer à Moscou et m'envoie m'envoie bon. Je ne comprends pas la phrase, mais soit. Et m'envoie bon en mal en 50 roubles de redevance. Ok. Ce ne sont pas des gaillards de cette trempe que vous vendra un Pliouchkine. Permettez. Put enfin dire Tchitchikov, stupéfiant par ce flux de paroles qui semblait ne devoir point finir. Permettez, à quoi bon énumérer toutes leurs qualités, puisqu'ils sont morts. On ne peut rien tirer. Rappelez-vous le dicton, un mort ne saura même pas étayer une palissade. C'est vrai, ils sont morts, dit Sobakevitch, qui parut soudain se rappeler cette circonstance, mais ajouta aussitôt, au reste, comment appelez-vous ceux qui sont encore inscrits comme vivants, des hommes? Non, plutôt des mouches. Tout de même, ils existent, tandis que ceux-ci ne sont que fantasmagories. Fantasmagories, non pas. Des gens comme Mikheyev, vous n'en trouverez plus. Laissez-moi vous le dire. Un géant qui n'aurait pu pénétrer dans cette chambre plus fort d'épaules qu'un cheval, je voudrais bien savoir où vous trouveriez encore pareille fantasmagorie. Il adressa ces derniers mots au portrait de Bagration et de Kolokotronis. Ainsi, parfois, l'un des interlocuteurs se tourne sans motif vers un nouvel arrivant, sans même le connaître. Et bien qu'il sache ne devoir en atteindre ni objection ni approbation, il le fixe pourtant comme s'il le prenait à témoin. En le survenant, déconcerté, ne sait s'il doit se mêler d'une affaire dont il ignore le premier mot, ou se retirer après avoir satisfait aux convenances. Non, vraiment, je ne saurais donner plus de 2 roubles, dit Tchitchikov. Soit, pour vous obliger, et que vous ne puissiez pas me reprocher de vous avoir pris trop cher, je vous les cède à 75 roubles pièce. En assigné à 100 ans, histoire de lier connaissance. Ah ça, me prendrait-il pour un imbécile? Se demanda Tchitchikov, qui reprit à voix haute. Franchement, je n'y comprends rien. Jouerions-nous la comédie? Vous me paraissez pourtant intelligent, assez instruit. Il s'agit d'une affaire bien simple, d'un article sans valeur marchande. Permettez, vous l'achetez, c'est donc que vous en avez besoin. Tchitchikov se mordit les lèvres et ne sut que répondre. Il voulut invoquer certaines circonstances de famille. Mais Sobakevitch lui objecta fort simplement « Peu m'importe. Je ne me mêle pas d'affaires de famille. Il vous faut des âmes, je vous les vends. Si vous ne les achetez pas, vous vous en repentirez. » 2 roubles, dit Tchitchikov. Vraiment, vous êtes comme la pie du dicton. Elle n'a qu'un mot et le ressasse à tout propos. Vous êtes buté à 2 roubles et n'en voulez point démordre. Voyons, offrez un prix acceptable. Le chien d'homme, se dit Tchitchikov. Jetons-lui un os à ranger. Soit, reprit-il, j'ajoute 50 kopecks. Et moi, je vais vous dire mon dernier mot. 50 roubles. Parole d'honneur, j'y perds.
Vous n'achèterez nulle part pareil gaillard à meilleur marché. Quel grigou, dit à part soi Tchitchikov. Et tout haut d'un ton dépité, on dirait vraiment qu'il s'agit d'une affaire sérieuse. Croyez-vous que j'ai l'intention d'en acheter autre part? Mais tout le monde me les cédera gratis. Trop heureux encore de s'en débarrasser. Quel imbécile voudra les garder pour payer un excédent d'impôts? Savez-vous que ces sortes d'achats, je vous le dis entre nous et tout amicalement, ne sont pas toujours licites et que si moi ou un autre ébruitions la chose, l'individu qui s'en occupe n'inspirerait plus confiance, qu'il s'agisse de contrats ou d'affaires. Voilà où le fripon voulait en venir, songea Tchitchikov. Mais aussitôt il proféra avec le plus grand sang-froid. Vous êtes maître d'agir comme bon vous plaira. Si j'achète, ce n'est pas, comme vous semblez le croire, que j'en ai besoin, mais tout bonnement pour me passer une fantaisie. 2,50 roubles, c'est à prendre ou à laisser. Il ne se laisse pas faire, se dit Sobakevitch. Allons, donnez-moi 30 roubles pièce et emportez-les. Non, je vois que vous ne voulez pas les vendre. Adieu. Permettez, dit Sobakevitch, en l'arrêtant par le bras et en lui marchant sur les pieds. Notre héros, qui avait oublié de se garder, poussa un gémissement et se mit à sautiller. Je vous demande pardon, je vous ai, il me semble, incommodé. Je vous en prie. Asseyez-vous ici, s'il vous plaît. Il l'installa dans le fauteuil, avec la grâce d'un ours dressé qui sait se dandiner et exécuter divers tours, quand on lui demande. Montre voir, Micha, comment font les bonnes femmes pour transpirer aux étuves. Ou, et comment, Micha, s'y prennent les gamins pour voler des pois. Vraiment, je perds mon temps. Je suis pressée. Attendez un peu, je vais vous dire 2 mots qui vous feront plaisir. Il s'assit tout près et lui murmura comme un secret à l'oreille. Voulez-vous 25 roubles? Non, pas même le quart, je n'ajouterai pas 1 kopek. Sobakevitch ne souffla mot. Tchitchikov non plus. Le silence se prolongea 2 bonnes minutes. Bagration et son nez aquilin considéraient très attentivement ce marchandage. Quel est votre dernier mot? Proféra enfin Sobakevitch. 2,50 roubles. Une âme humaine ne vaut pas plus, pour vous, qu'un navet. Donnez au moins 3 roubles. Impossible. Soit. Il faut en passer par où vous voulez. J'y perds, mais avec mon caractère faible, je ne puis m'empêcher de faire plaisir à autrui. Nous devrons sans doute, pour que tout soit en règle, passer un contrat. Bien entendu. Je m'en doutais, il faudra aller en ville. L'affaire ainsi conclue, ils décidèrent de se trouver le lendemain en ville pour passer l'acte. Tchitchikov demanda un relevé des paysans. Sobakevitch acquiesça, s'installa à son bureau, dressa de sa propre main un relevé nominatif, avec indication des mérites et qualités. Tchitchikov, cependant, qui n'avait rien de mieux à faire, se prit à considérer l'énorme carrure de son hôte. En contemplant ce dos large comme la croupe des petits chevaux de Vietka, ses jambes semblables aux bornes de fonte qu'on pose le long de certains trottoirs, il s'écria mentalement « Ma parole, Dieu t'a joliment loti. Voilà ce qui appelle mal tailler et bien coudre, car tu es sans doute oursonné. À moins que la vie dans ce trou, les travaux des champs, les discussions avec tes rustos ne t'aient oursifié, n'aient fait de toi un grippe-sou, un poing serré comme on dit. Non, je pense que tu aurais été exactement le même si tu avais reçu une éducation à la mode, si tu avais poussé ta pointe et habité maintenant Pétersbourg, seulement. Au lieu de dévorer un demi-quartier de mouton au sarrasin accompagné d'un ramequin large comme une assiette, tu savourerais des côtelettes truffées. Ce serait l'unique différence. Si pourtant en voici encore une. Tu vis en bon terme avec tes paysans et ne leur causes aucun tort, car ce serait t'en causer à toi-même, tandis que là-bas tu exploiterais tes subordonnés et pillerais l'État. Qui a une fois serré le poing ne saurait le rouvrir, et s'il consent à desserrer un doigt ou deux, c'est encore pis.
qu'un de ces individus acquiert des lueurs d'une science quelconque, donnez-lui une place en vue, vous verrez comme il traitera ceux qui vraiment possèdent cette science. Et par-dessus le marché, il voudra se signaler et publiera une sage ordonnance dont plus d'un pâtira. Ah, si tous ces exploiteurs. Voici la liste, dit Sobakevitch en se retournant. Faites voir. Et c'est là-dessus que nous allons arrêter cette lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Et voilà, je vous souhaite une très bonne nuit ou une très bonne soirée et à bientôt.